La Norvège est l'une des économies les plus prospères et les mieux gérées au monde. Tout le monde, des économistes aux politiciens, en passant par les gens ordinaires, cite le pays comme étant le parfait exemple de ce qu'il faut faire pour gérer efficacement une nation. Il est d'ailleurs amusant de constater que ces louanges proviennent souvent des deux côtés des oppositions politiques et économiques. La Norvège met décidément tout le monde d'accord. La population du pays, légèrement inférieure à 5,5 millions d'habitants, figure déjà parmi les plus riches du monde. Ce constat est valable quel que soit le critère utilisé, les économistes employant diverses méthodes pour mesurer la richesse. La Norvège jouissait déjà de cette immense prospérité économique avant qu'un événement vraiment important ne se produise un peu plus tôt dans l'année. En effet, au début du mois de juillet, le pays a découvert la plus grande réserve de phosphate facilement accessible au monde. 77 milliards de tonnes de ce matériau ont été trouvées dans le nord du pays, doublant ainsi l'offre mondiale de cette ressource rare. Cette découverte est suffisante pour répondre aux besoins mondiaux en matière d'engrais, d'électronique et surtout de batteries et de panneaux solaires de haute performance pour au moins le siècle à venir. Selon des estimations prudentes, cette découverte a une valeur d'environ 24 000 milliards de dollars. Même en tenant compte des coûts d'extraction et d'expédition, cela pourrait faire passer la Norvège du statut de pays très riche et prospère à celui de pays incontestablement le plus riche de la planète. Elle pourrait même devancer des pays ayant des valeurs statistiques aberrantes, tels que Monaco ou le Liechtenstein. Mais cela se produira-t-il vraiment ? Cette découverte est incontestablement bénéfique. Elle profite non seulement aux Norvégiens, mais aussi au monde entier. En effet, elle permet de produire des aliments et des sources d'énergie renouvelables à partir de ce matériau. Mais elle présente également des risques importants. En effet, certains pays qui dépendent déjà de l'exportation de cette matière pourraient être lourdement affectés par cette nouvelle offre. De plus, le phosphate est considéré comme une matière première stratégique par certains des acteurs géopolitiques les plus puissants du monde. Enfin, cette histoire n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu un pays qui a découvert par le passé une grande quantité de phosphate. Il a alors fait de son peuple la population la plus riche de la planète en quelques années seulement. Or, aujourd'hui, ce pays souffre d'une pauvreté généralisée. Il est même devenu plus pauvre que ce qu'il était auparavant. Croire que la Norvège est à l'abri de tels événements est naïf. Comprendre ces projets liés à cette découverte peut nous éclairer sur des sujets économiques majeurs actuels. Cela va de la gestion responsable des ressources naturelles à la philosophie économique norvégienne, en passant par les facteurs de succès ou d'échec macroéconomiques. Alors, comment la Norvège va-t-elle gérer ce nouvel afflux de richesses ? Comment un excès de richesse pourrait-il entraîner la chute d'une économie jusque-là florissante ? Et enfin, quel sera l'impact des décisions de ce petit pays sur certains des domaines les plus importants de l'économie mondiale ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer la Norvège, qui est depuis longtemps le pays de prédilection des chaînes de comparaison économique, sur le classement national de l'économie expliquée. Nous verrons alors comment elle s'en sortira, même si cela devrait aller. Obtiendra-t-elle la première place ? Il existe 4 types d'économies dans le monde actuel. Il y a celles qui devraient être des échecs économiques et qui le sont effectivement. Il y a celles qui devraient être des échecs économiques mais qui parviennent tout de même à se maintenir. Il y a celles qui devraient être des réussites économiques mais qui sont encore des échecs. Et enfin, il y a celles qui devraient être des succès et qui sont des succès. La Norvège est une économie remarquable. S'il est compréhensible de penser qu'il est facile pour un pays d'être parfait lorsqu'il est riche, il existe de nombreuses histoires qui montrent que le contraire peut tout aussi bien se produire. En effet, une croissance économique rapide peut causer la perte d'un pays sur le long terme. Cela aurait pu arriver à la Norvège à plus d'une reprise. Avant les années 1970, la Norvège n'était pas une économie particulièrement riche, surtout selon les normes de l'Europe occidentale ou de la Scandinavie. Elle n'était pas pauvre, loin de là, car elle bénéficiait de la possibilité de commercer directement avec certaines des économies les plus riches du monde à l'époque. Cependant, elle n'était certainement pas riche pour autant. Sa principale industrie intérieure et d'exportation reposait essentiellement sur la pêche. Tout cela a changé lorsque, à la fin des années 1960, le pays a découvert d'importants gisements de pétrole et de gaz naturel exploitables dans la mer du Nord. La production a commencé au début des années 1970, principalement sous l'égide de Statoil, une société créée par le gouvernement norvégien dans le but d'extraire, de raffiner et de vendre les réserves de pétrole découvertes quelques années plus tôt. D'autres compagnies pétrolières privées ont également été autorisées à exploiter les gisements, car nombre d'entre elles étaient responsables des travaux d'exploitation risqués qui ont permis de découvrir ces derniers.
Cependant, la Norvège a imposé que l'État ait une participation à hauteur de 50% dans chaque licence de production vendue à des compagnies privées. La justification économique de ce processus était que le pétrole se trouvant à l'intérieur des frontières de la Norvège était la propriété de ses habitants. C'était donc à eux d'en profiter. Or, sans une certaine forme de récompense potentielle, aucune entreprise ne prendrait le risque d'investir encore plus dans ces travaux d'exploration risqués. Cette approche équilibrée a également rendu le pays très populaire pour les autres investissements pétroliers. Statoil elle-même, rebaptisée plus tard Equinor, est allée au-delà de l'extraction de la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Elle a investi également dans des raffineries qui traitaient tous ces combustibles fossiles et permettaient de les vendre directement aux consommateurs en Europe, qui était à l'époque le deuxième marché mondial de l'énergie, après l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le pays dispose d'une telle capacité de raffinage qu'il importe encore plus de pétrole brut depuis des pays comme la Suède et, par le passé, la Russie. En effet, leurs installations sont si efficaces et si bien gérées qu'il vaut la peine d'y envoyer du pétrole non raffiné et de le faire transporter par bateau ou par pipeline jusqu'aux utilisateurs finaux. L'argent que le gouvernement norvégien a tiré de ces ressources naturelles est immense. Bien que l'opération totale soit relativement petite par rapport aux grands producteurs de pétrole comme les États du Golfe, la Russie et même les États-Unis, la Norvège a toujours gardé une marge de manœuvre importante pour l'exploitation du pétrole. Cela est contraire à beaucoup d'autres pays dans lesquels la majeure partie de l'argent a profité principalement aux entreprises et à l'État. La population recevait simplement ce qui restait. La Norvège a également eu un peu de chance car elle était membre de l'OTAN. Elle n'a pas connu les mêmes problèmes géopolitiques rencontrés par beaucoup d'autres pays qui ont découvert de vastes ressources naturelles au cours des décennies de la guerre froide. Nous sommes en train de travailler avec des experts en géopolitique pour créer une nouvelle chaîne qui abordera ce sujet de manière beaucoup plus détaillée, avec beaucoup plus d'expertise et d'expérience du monde réel. Restez donc à l'écoute car c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet pour l'instant. Il faut également reconnaître que la Norvège a une population incroyablement réduite et que les revenus ne seront donc pas dispersés. S'assurer que les revenus tirés des ressources naturelles reviennent effectivement à la population et non à une poignée de compagnies pétrolières et de politiciens n'est que la première étape. Il faut s'assurer qu'ils soient utilisés de manière responsable pour construire une économie prospère, au lieu d'être dilapidés et de causer toutes sortes de problèmes. C'est aussi, étonnamment, probablement l'étape la plus facile. La Norvège a bénéficié de certains avantages, car lorsqu'elle a trouvé du pétrole, elle était déjà une démocratie solide. Bien qu'elle ne soit pas riche, elle disposait de suffisamment de capitaux pour créer sa propre infrastructure d'extraction pétrolière. Cela n'est pas le cas de nombreux pays riches en pétrole, comme certains situés en Afrique subsaharienne par exemple, qui seront plus dépendants d'une entité étrangère pour financer leur extraction et donc plus redevables de leurs exigences. Malgré ces avantages, la Norvège a très bien géré la découverte rapide de ressources naturelles. Il existe en effet des dizaines de pays démocratiques très avancés qui se sont laissés intimider par les sociétés d'exploitation des ressources naturelles et qui leur ont cédé une forte part de leur richesse nationale. Le plus difficile était de s'assurer que ces revenus serviraient à améliorer véritablement l'économie. Plusieurs stratégies ont été employées par divers pays du monde avec plus ou moins de succès dans le passé. Le Venezuela, malgré tous ses problèmes, a effectivement, au moins dans un premier temps, reversé une grande partie de ses revenus pétroliers à sa population par le biais de programmes sociaux généreux et de faibles impôts. Cela a créé une étrange anomalie sur le marché et a rendu le pays très instable, car une course politique s'est enclenchée pour savoir qui pouvait distribuer le plus d'argent. Ces problèmes ont été en quelque sorte la cause des sanctions imposées au pays. Sanctions qui ont à leur tour aggravé la situation. L'État américain de l'Alaska a fait de même et a versé chaque année à ses résidents une part des revenus pétroliers tout en ne prélevant pas d'impôts sur le revenu. L'Alaska a cependant l'avantage d'être un État américain et d'être déjà riche et politiquement stable, de sorte que ces politiques n'ont pas radicalement remodelé son économie comme cela a été le cas au Venezuela. D'autres pays ont utilisé leurs revenus pétroliers pour financer de somptueux projets de développement avec au moins l'intention supposée d'encourager la croissance du tourisme et des opérations commerciales internationales. Ces dernières devraient en théorie remplacer l'industrie pétrolière lorsque les nuits s'épuiseront ou que la demande mondiale de combustibles fossiles diminuera. Il n'y a rien de mal en soi à ce type de plan, même si de nombreux pays qui appliquent ce système ont connu des problèmes de transparence. Il est également devenu difficile de savoir si des dirigeants parfois totalement incontestés investissent de l'argent dans des équipes sportives parce qu'ils considèrent qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme pour l'industrie du sport et du tourisme de leur pays, ou simplement parce qu'ils disposent d'un budget pratiquement illimité et qu'ils apprécient certaines stars du sport. Cette stratégie pose également le problème du transfert des bénéfices tirés des ressources naturelles des compagnies pétrolières étrangères vers n'importe quel type d'entreprise.
Un élément clé des stratégies de développement de pays tels que les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite a été l'imposition très faible, voire nulle, des entreprises et des particuliers. Si ces lois fiscales n'existaient pas, il est peu probable que beaucoup d'entreprises prennent la peine de venir s'installer dans ces pays. Or, une fois les revenus pétroliers épuisés, il n'est pas certain que ces pays soient en mesure de maintenir cette combinaison de dépenses élevées et d'impôts faibles. La Norvège a adopté une approche différente. Aujourd'hui encore, ces impôts sur les entreprises, pour les particuliers et sur les activités économiques telles que les ventes et la propriété foncière, sont tous très élevés. Le taux de l'impôt national sur le revenu semble faible, mais si l'on tient compte des taxes régionales et d'autres prélèvements, même les personnes dont les revenus ne sont pas exceptionnellement élevés peuvent finir par payer plus de la moitié de ces derniers à l'État. C'est également sans compter les taxes sur les ventes ou la taxe sur la valeur ajoutée, dont le taux est l'un des plus élevés au monde en Norvège. 25% du prix d'achat de la plupart des biens, voire plus pour des produits tels que l'alcool. À l'extérieur, il est également difficile de voir où va tout cet argent. Les villes norvégiennes sont belles, mais plutôt basiques. Il n'y a pas de gratte-ciel d'1 kilomètre de haut, ni d'île artificielle. Comme le savent les téléspectateurs réguliers de la chaîne, au lieu de donner directement de l'argent à ses citoyens ou de le dépenser dans de grands projets d'infrastructures tape à l'œil, la Norvège prend tout cet argent et le place sur un compte d'épargne national appelé Fonds souverain. Aujourd'hui, la valeur totale du fonds de pension du gouvernement norvégien s'élève à plus de 1600 milliards de dollars américains. Cela représente une augmentation de près de 50% par rapport au moment où nous avons exploré ce pays dans la toute première vidéo de cette chaîne, ou du moins la première qui existe encore. Cette augmentation a été favorisée par l'inflation, qui n'a évidemment pas été négligeable au cours des 4 dernières années, mais également par les rendements des investissements, qui ont également été très élevés. Enfin, l'invasion de l'Ukraine et la destruction du gazoduc Nord Stream ont offert à la Norvège une occasion en or de devenir le fournisseur presque exclusif de gaz naturel de l'Europe. 1,6 trillion de dollars, c'est près de 330 000 dollars pour chaque homme, femme et enfant citoyen norvégien. Cela signifie que si ce fonds était directement distribué à tout le monde, les Norvégiens seraient les personnes les plus riches de la planète. Bien sûr, ce n'est pas ce que fait le gouvernement, et il ne le dépense pas directement non plus, ce qui a ses avantages. En fin de compte, cet argent est utilisé pour financer les dépenses publiques. Avant cela, il est placé dans ce fonds souverain. L'importance de ce dernier se trouve dans son nom même, le fonds de pension du gouvernement, ou plus techniquement le Statens Pensjonsfond. Désolé pour ceux qui parlent norvégien et qui nous regardent. Quoi qu'il en soit, le fonds de pension n'est pas destiné à financer les retraites. Du moins pas exclusivement. Il s'agit d'un fonds destiné à servir de pension lorsque, tout comme quelqu'un qui ne pourra plus travailler, la Norvège ne pourra plus compter sur les recettes pétrolières. L'idée est qu'il y aura suffisamment d'argent investi pour compenser la perte des revenus pétroliers par des revenus d'investissement. Et c'est déjà presque le cas. Et c'est là le premier grand avantage. L'État finira par gagner encore plus d'argent que s'il dépensait directement ses revenus pétroliers. Un autre avantage est la stabilité qu'elle confère au pays. Les économies dépendantes des ressources naturelles se trouvent souvent dans une position où leur économie performe en fonction du prix de leurs ressources d'exportation sur les marchés internationaux. Ce dernier peut fluctuer de façon spectaculaire, même d'heure en heure. On ne parle même pas des années et des décennies sur lesquelles une bonne planification économique devrait être mise en place. En plaçant toutes ces recettes dans un fonds de richesse, l'économie norvégienne s'est effectivement dotée d'un amortisseur de ces fluctuations spectaculaires. Si les prix du pétrole sont élevés et que le pays engrange beaucoup de recettes, il peut placer davantage d'argent dans ce fonds. Cela le met encore plus sur la bonne voie pour ne plus avoir besoin de ces recettes pétrolières à l'avenir. Si les prix du pétrole baissent et que les recettes diminuent, le pays peut toujours puiser dans ce fonds pour payer les services sans s'endetter ou perturber d'une quelconque manière le fonctionnement de l'économie. Grâce à ces taux d'imposition relativement élevés, le pays n'a jamais vraiment eu besoin de le faire. Mais le fait de savoir que c'est possible lui procure une grande sécurité. Ces impôts contribuent également à la stabilité économique de manière moins évidente. Les impôts peuvent être utilisés pour contrôler une économie. Si cette dernière a besoin d'un coup de pouce, les gouvernements peuvent réduire les impôts, laissant plus d'argent à dépenser et à investir. Cela aide donc les entreprises et, en fin de compte, facilite l'emploi. Si l'économie tourne un peu trop rond et que des problèmes tels que l'inflation ou les inégalités se posent, le gouvernement peut augmenter les impôts ou ajuster les tranches d'imposition pour s'attaquer directement à ces derniers. Cependant, si un gouvernement n'augmente pas les impôts parce qu'il peut financer ses dépenses via d'autres sources de revenus, il renonce à ce contrôle. Or, même les économistes les plus libertaires tendent à reconnaître que c'est une faiblesse majeure. En outre,
Les impôts créent une sorte de contrat social entre le gouvernement et sa population. Si les citoyens paient des impôts, ils s'intéressent naturellement davantage à ce que fait leur gouvernement avec l'argent issu de ces derniers. La corruption ou le détournement de fonds par des fonctionnaires sont donc beaucoup plus surveillés. Le modèle que la Norvège a utilisé pour collecter et capitaliser sur ses richesses en ressources naturelles a manifestement été gagnant. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est facile de copier-coller cette stratégie et de l'appliquer à n'importe quel pays qui découvrirait une réserve massive de ressources naturelles. Il n'y a peut-être pas de démonstration plus claire de ce fait que ce que fait la Norvège avec ses milliards nouvellement découverts. La découverte des réserves de phosphate du pays pourrait rendre le pétrole et le gaz naturel de la mer du Nord presque insignifiants en comparaison. À titre d'exemple, la valeur estimée de ces gisements de phosphate est légèrement supérieure à la valeur des réserves de pétrole de l'Arabie Saoudite aux prix mondiaux actuels. Alors que la Norvège n'est qu'un des dizaines d'acteurs majeurs sur le marché des combustibles fossiles, un marché qui, malgré les monopoles organisés, reste très concurrentiel, la Norvège serait l'un des 2 seuls pays au monde à contrôler l'offre de phosphate. Qui plus est, alors que les pays du monde entier tentent de s'affranchir de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, la demande de phosphate ne fera probablement que croître. Il s'agit en effet d'une matière vitale, utilisée dans un grand nombre de produits dont le monde aura besoin pour se passer du pétrole. Le phosphate est raffiné et utilisé dans toutes sortes de produits, des batteries haute performance aux panneaux solaires, en plus de son utilisation principale dans les engrais destinés à nourrir les 8 milliards d'habitants de la planète. Avant cette découverte, le phosphate n'existait réellement que dans un seul autre pays, le Maroc. L'abondance de cette ressource naturelle a suscité l'intérêt de nombreuses grandes puissances dans le monde qui voulaient s'assurer que leurs économies pourraient continuer à produire toutes ces technologies dépendantes du phosphate et préféraient éventuellement que leurs rivaux mondiaux ne puissent pas le faire. L'Union européenne, les États-Unis et la Chine classent tous le phosphate comme un matériau d'importance stratégique. Cela signifie qu'à l'instar des métaux rares et de l'uranium, il ne peut être commercialisé avec n'importe qui. La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, mais grâce à cette découverte, elle va devenir un pays qui intéresse vivement la plupart des grandes puissances économiques du monde. Cela représente tout autant une opportunité qu'un risque. Le pays le plus touché par cette découverte est évidemment le Maroc. Ce dernier n'était pas un pays riche à l'origine, et près de 25% de son activité économique totale était centrée sur l'exportation et la transformation de ce seul matériau. Si la Norvège commence à extraire et à vendre ce matériau en vrac, elle fera inévitablement baisser les prix sur les marchés internationaux. Elle offrira également une alternative plus stable et plus favorable aux entreprises, aux pays et aux sociétés qui souhaitent un approvisionnement régulier de cette ressource très convoitée. C'est une bonne chose pour la Norvège et pour le monde entier, mais cela se fait malheureusement aux dépens du Maroc. Il est encore trop tôt pour l'affirmer avec certitude, mais les revenus de l'extraction de cette ressource seront probablement aussi dirigés vers le fonds de pension du gouvernement. Cela pourrait, selon des estimations prudentes, tripler sa valeur au cours de la prochaine décennie. Cela signifie que chaque citoyen norvégien disposerait d'1 million de dollars américains indirectement investis en son nom. On aurait pu s'attendre à ce qu'un coup de pouce aussi massif à l'économie du pays fasse la une des journaux nationaux. Mais au cours de nos recherches et de nos consultations avec les habitants du pays, nous n'avons pu trouver que 2 articles parlant de cette découverte. D'ailleurs, l'un d'entre eux se moquait du fait que tous les autres organes de presse du monde entier avaient fait une si grande affaire de simples ressources naturelles. Le mépris presque comique du pays pour l'une des plus importantes découvertes de ressources naturelles par habitant de l'histoire s'explique à bien des égards par un élément que beaucoup d'économistes, en particulier les macroéconomistes, ont tendance à négliger, la culture. Même si nous essayons de nous concentrer sur des données concrètes et des politiques de marché bien définies lorsque nous étudions l'économie, il est important de se rappeler que cette dernière est une science sociale qui étudie avant tout la manière dont les gens interagissent avec des objets de valeur. Il va donc de soi que les valeurs de ces personnes sont très importantes, et l'économie norvégienne en est peut-être le meilleur exemple. La Norvège, comme les autres pays scandinaves, est tristement célèbre pour sa culture très égalitaire, qui s'est, à bien des égards, infiltrée dans ses systèmes économiques. Beaucoup d'économistes et de commentateurs soulignent que la Norvège n'a techniquement pas de salaire minimum obligatoire. C'est uniquement parce que les syndicats du pays sont incroyablement forts que presque tous les travailleurs gagnent un salaire relativement élevé. En contrepartie, les travailleurs hautement qualifiés ne gagnent pas grand-chose par rapport à ce qu'ils pourraient gagner dans d'autres pays d'Europe occidentale, et surtout aux États-Unis. Cette différence s'accentue encore plus si l'on tient compte des impôts, qui sont plus élevés en Norvège.
la Norvège n'a certainement pas besoin de prélever des impôts aussi élevés pour financer les fonctions gouvernementales de base. Elle le fait tout de même car elle tient à offrir la gratuité de certains services, tels que l'éducation et la santé, ainsi qu'une protection sociale très solide et des dépenses d'infrastructures de premier ordre. Le gouvernement n'hésite pas non plus à utiliser l'impôt sur le revenu pour contrôler directement les inégalités. Les bas revenus ne paient pas grand-chose, mais les hauts revenus paient beaucoup. Cette culture de la main active se retrouve également dans d'autres domaines de l'économie. De manière peut-être un peu ironique, la Norvège, malgré toute sa production de combustibles fossiles, tire en fait la plus grande partie de son énergie de centrales hydroélectriques. Il s'agit d'un investissement majeur comparé à celui d'une centrale au gaz naturel que le pays pourrait facilement alimenter avec son propre approvisionnement en combustibles fossiles. Or, le pays a quand même fait cet investissement parce qu'il voulait non seulement être respectueux de l'environnement, du moins à l'intérieur de ses frontières, mais aussi parce qu'il voulait mettre en place une économie qui non seulement ne serait pas touchée par la perte de son industrie des combustibles fossiles, mais qui ne se rendrait même pas compte de sa disparition. L'éducation gratuite et de qualité, financée par des impôts élevés dans un pays où les possibilités de gagner un revenu extrêmement élevé sont rares, est une chose que nous avons déjà vue dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France. Cela a toujours créé le problème de la fuite des cerveaux. Rien n'empêche un citoyen norvégien d'obtenir un diplôme universitaire entièrement financé par l'État et de s'installer ensuite dans un pays où il gagnera beaucoup plus, paiera moins d'impôts et aura probablement des frais de subsistance moins élevés. L'autre inconvénient d'une situation relativement aisée pour tout le monde est que tout est extrêmement cher. Les économistes utilisent souvent ce que l'on appelle l'indice Big Mac pour mesurer approximativement le coût de la vie dans différents pays. Le coût final d'un Big Mac comprend le coût de la main-d'œuvre locale, le coût de la nourriture, le coût du transport, le coût de l'immobilier et les taxes. Il s'agit donc d'une comparaison étonnamment proche d'un calcul normal de l'indice des prix à la consommation qui, au lieu de prendre un seul Big Mac, prend une longue liste de biens de consommation et compare leurs coûts pour obtenir le coût de la vie. Quoi qu'il en soit, la Norvège est le deuxième pays au monde où les Big Macs sont les plus chers, derrière la Suisse. C'est donc un pays où il fait bon vivre. Avec ce coût de la vie élevé, ce haut niveau d'éducation, ces impôts élevés et cette population hautement qualifiée, il serait raisonnable de s'attendre à ce que la Norvège soit confrontée à un problème majeur de fuite des cerveaux. C'est-à-dire que dès que le pays a formé ses jeunes travailleurs, ceux-ci s'en vont pour gagner plus d'argent ailleurs. Là encore, il s'agit d'un problème très similaire à ceux rencontrés dans de nombreux pays d'Europe occidentale. Mais en Norvège, ils ne partent pas. En effet, le pays a l'un des taux de fuite des cerveaux les plus bas du monde. La raison est tout simplement culturelle. Les Norvégiens pourraient gagner plus, mais ils n'en ont pas vraiment besoin. Bien sûr, il s'agit d'une généralisation, mais leur pays leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Ils n'accordent pas vraiment d'importance au grand luxe coûteux. De plus, les travailleurs bénéficient de nombreuses libertés qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et la plupart d'entre eux ne veulent pas y renoncer juste pour gagner un peu plus d'argent. Il est évident que la sociologie n'est pas notre spécialité ici, sur la chaîne de l'économie expliquée, mais toutes les personnes à qui nous avons parlé en Norvège pendant que nous travaillions sur cette vidéo nous ont parlé de la loi de Jandt. Il s'agit de 10 règles qui ont été créées à l'origine dans une œuvre de fiction pour critiquer la société homogène, mais qui sont devenues presque un livre de règles sur la façon de vivre en Norvège. Bien que cela soit très agréable ou potentiellement dystopique, cela signifie également qu'il n'y a pas eu autant de pression sur le gouvernement pour alléger les impôts ou distribuer les revenus du pétrole, comme cela aurait été le cas dans la plupart des autres pays. Ainsi, même si ce qui a été fait en Norvège a été couronné de succès, il ne serait pas facile de le reproduire dans la plupart des autres pays, y compris dans ceux qui auraient la chance de posséder des billions de dollars de ressources naturelles à partager entre une population minuscule. Il est maintenant temps de placer la Norvège, le pays qui semble avoir tous les atouts en main, dans le classement national de l'économie expliquée. Commençons comme toujours par la taille. La Norvège a un PIB de 579 milliards de dollars, ce qui en fait la 24e économie mondiale. Elle se situe juste entre ses pairs régionaux. Elle est légèrement plus grande que la Belgique et légèrement plus petite que la Suède. Il s'agit néanmoins d'une économie mondiale majeure, qui obtient donc la note de 7 sur 10. Ce PIB très respectable est réparti sur une population très réduite de seulement 5,4 millions d'habitants. Cela donne au pays un PIB par habitant de 106 149 dollars. Il s'agit du deuxième PIB par habitant le plus élevé de tous les pays du monde, à l'exception du Luxembourg et de micronations comme Monaco. La différence avec la Norvège est que ce chiffre est tout à fait légitime.
Dans les micro-États, de nombreux travailleurs vivent en dehors du pays et font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail avant de repartir dans leur pays d'origine à la fin de la journée. Cela est particulièrement courant dans des endroits comme Monaco, où une personne qui sert du café ne peut tout simplement pas se permettre de vivre au sein de ce dernier. Cela a pour effet d'augmenter la production d'un pays, le numérateur de l'équation, sans pour autant augmenter sa population, le dénominateur. Cela rend donc, de manière artificielle, les personnes qui vivent dans ce pays plus productives qu'elles ne le sont en réalité. La Norvège est un pays très vaste et très isolé, avec très peu de personnes travaillant sur place qui ne seraient pas comptabilisées comme des résidents à temps plein. En tenant compte de cela, les Norvégiens sont les plus productifs de la planète. Ils obtiendraient un 10 sur 10 dans tous les cas, mais il est important de souligner qu'ils l'ont légitimement mérité. La cohésion sociale du pays, son système démocratique robuste et l'importance qu'il accorde à la mise en place d'un filet de sécurité financière grâce à son immense fonds souverain font de la Norvège l'une des économies les plus sûres au monde, ce qui lui vaut une note de 10 sur 10. La croissance a été l'un des indicateurs les plus faibles de la Norvège, qui n'a pas été épargné par le ralentissement général en Europe, qui est son principal client à l'exportation. Si le gouvernement était vraiment préoccupé par la croissance, il pourrait facilement baisser les impôts et augmenter les dépenses. Il a les réserves pour le faire. Comme les Norvégiens sont déjà le peuple le plus productif de la planète, si un pays peut se permettre de ne pas croître rapidement au cours de la dernière décennie, c'est bien la Norvège. Au total, elle a maintenu un taux de croissance d'environ 2% au cours de cette période, avec un creux au milieu et une croissance rapide au cours des 2 dernières années. Cette tendance va très certainement se poursuivre, car la Norvège commence à exporter du phosphate, tout en augmentant sa production de gaz naturel pour compenser la perte de l'approvisionnement russe. Pour l'instant, elle obtient une note de 6 sur 10. L'industrie est intéressante en Norvège. De nombreux pays ont eu du mal à développer des industries compétitives en dehors du pétrole et du gaz naturel parce que ces exportations dominent tout le reste. C'est un problème si courant que nous avons dû l'explorer dans des dizaines de vidéos. La Norvège n'est pas confrontée à ce dernier. Il est évident qu'en raison de sa petite taille, elle n'a pas d'industrie d'envergure mondiale, à l'exception peut-être bientôt de la production de phosphate. Elle a néanmoins mis en place des services internationaux à forte valeur ajoutée, tels que l'administration des transports maritimes, la pêche durable et, bien sûr, il faut le reconnaître, l'investissement financier. Les milliers de milliards de dollars qu'elle a investis dans le monde entier sont utilisés dans le développement d'autres industries afin de rendre le monde plus riche. La Norvège obtient donc une note de 8 sur 10 pour l'industrie. Elle n'a pas réussi à obtenir une note plus élevée en raison de sa petite taille, qui l'empêche d'occuper une position dominante au niveau mondial dans quelque domaine que ce soit. Au total, la Norvège obtient une note moyenne de 8,2 sur 10, ce qui la place en tête du classement. Cependant, elle n'atteint pas les premières places en raison d'une croissance plus lente que la moyenne, qui devrait s'améliorer dans les années à venir et dont, honnêtement, le pays ne se préoccupe probablement pas trop de toute façon. Nous avons déjà abordé le cas d'un certain nombre de pays qui ont profité des opportunités offertes par les ressources naturelles et qui, au lieu d'achever une réussite économique similaire à celle de la Norvège, ont réussi à aggraver leur situation. Comme toujours, nous ne voulons pas trop nous répéter. Nous avons donc créé une liste de lecture concernant toutes ces économies ayant échoué là où la Norvège a réussi. Vous devriez pouvoir cliquer sur cette dernière sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé. Ciao!